Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Le 27 mai 2013 interviendra le vote de gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur, conformément aux articles 160 et 173 de la loi électorale. La CENI, qui a été saisie de la révocation du gouverneur Jean-Claude Baindé, vient de publier le calendrier électoral. Suivez à ce sujet Mathieu Pita, le premier rapporteur de cette institution. Du 15 avril au 24 avril 2013, dépôt des candidatures auprès de la représentation provinciale de la Commission électorale nationale indépendante à Mbandaka. Du 25 avril au 29 avril 2013, retrait, ajout ou substitution des candidatures. Le 30 avril 2013, publication de la liste des candidatures recevables et non recevables. Le 12 mai 2013, publication de la liste définitive des candidats par la Commission électorale nationale indépendante. Du 23 mai au 25 mai 2013, campagne électorale. Le 27 mai 2013, vote des gouverneurs et du vice-gouverneur par les députés provinciaux de la province de l'Équateur. Et le même 27 mai 2013, publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Du 28 mai au 4 juin 2013, dépôt des recours en contestation des résultats devant la Cour d'appel de Mbandaka. Du 5 juin au 11 juin 2013, traitement des contentieux des résultats par la Cour d'appel de Mbandaka à l'Équateur. Et enfin, le 12 juin 2013, publication des résultats définitifs par la Cour d'appel de Mbandaka à l'Équateur. Et puis sachez que le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, participe depuis ce lundi à la réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union africaine à Addis Abeba à l'occasion de la 14e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation panafricaine. Le thème de l'année 2013 est panafricanisme et renaissance africaine. Ces travaux ont été marqués par le début de la célébration du 50e anniversaire de l'unité africaine et de la remise à chaque État membre de l'Union africaine d'une flamme de l'espoir symbolisée par une torche qui va luire à travers le continent africain. La RDC a également reçu sa flamme de l'espoir du panafricanisme. Direction l'Assemblée nationale, le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social proposé par Henri Thomas Lokondo est toujours en examen à l'Assemblée nationale. Ce conseil aura comme vocation de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales dont le but de promouvoir le dialogue démocratique entre les principaux acteurs économiques et sociaux. Les 31 articles de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social ont été passés au peigne fin par les députés nationaux au cours de cette plénière. Vu l'importance de cette loi, plusieurs amendements soumis par les élus du peuple ont été examinés, comme celui réduisant la composition de ces conseils de 122 à 64 membres, parmi lesquels 5 seront issus des associations des femmes et 5 des organisations non gouvernementales de développement. La diaspora a été également intégrée avec 2 experts. Le Conseil économique et social aura pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par les institutions de la République. Volonté renouvelée par la Constitution dans ses articles 208 et 210, cette loi pourra instituer le Conseil économique et social, mettant ainsi un terme à l'absence de cet organe dont l'importance n'est plus à démontrer. Et bien que prévu par la Constitution dite des Loulouabourg et repris par une ordonnance du président Mobutu en 1989, cet organe technique devra voir le jour avec la promulgation par le président Joseph Kabila Kabange. Je vous l'annonçais au sommaire, les chauffeurs et convoyeurs des véhicules poids lourds opérant sur la route Matadi-Kinshasa ont déclenché une nouvelle grève ce lundi. Elle est d'une durée illimitée, ont-ils laissé entendre. Ils protestent contre le non-respect par leurs employeurs de l'accord signé par les 2 parties en janvier dernier. Les ministres du Travail, de Transport et celui de l'Économie se sont réunis urgemment pour une évaluation afin de décanter la situation.
L'on se souviendra de ces klaxons qui sanctionnaient la fin de la grève. Mais la joie sera de courte durée puisqu'en ce mois d'avril, les mêmes conducteurs vont à nouveau refuser de prendre la bitume. En janvier dernier, les deux parties employeurs et employés, sous la conduite du gouvernement, s'y sont convenus d'accorder aux conducteurs un salaire de 300 000 francs congolais, soit 326 $ américains. Mais cela n'a pas été respecté, d'où la colère des convoyeurs qui de nouveau sont entrés en grève. C'est ainsi qu'en urgence, le gouvernement a tenu à faire le point de la situation par cette réunion. Elle s'est déroulée en présence des syndicats des chauffeurs de poids lourds concernés. Ensemble, il a été proposé aux représentants des conducteurs de suspendre la grève. En attendant, une mission de 5 jours a été ainsi créée pour mener une nouvelle enquête en vue de vérifier l'implicabilité des mesures de janvier dernier. La commission va aussi vérifier si chaque entreprise s'est affiliée aux associations professionnelles des employeurs. Ceux des employeurs qui ne se seront pas conformés se verront sanctionnés. Entre-temps, sur place, pour répondre à la consigne de grève, les véhicules poids lourds de certaines entreprises stationnées le week-end dernier n'ont pas quitté ce lundi les garages de Matadi, tels que Socitrans, SAT ou encore Congo Futur. La même situation a été constatée sur la route Nkalankala, qui constitue l'entrée principale des véhicules poids lourds au port international de Matadi. Les opérateurs économiques redoutent déjà un engorgement du port de Matadi. 1994-2013, cela fait exactement 19 ans que le génocide a été commis au Rwanda, un génocide commis dans le cadre d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais constitué de Hutus au Front patriotique rwandais accusé par les autorités de l'époque d'être essentiellement Tutsis, un événement malheureux qui a eu des conséquences néfastes sur le Congo démocratique. 19 ans après, quel regard les Congolais portent-ils sur cette commémoration? La réponse dans cet élément. En prétextant le génocide au Rwanda, ils sont venus en commettre une autre en RDC. Imaginez-vous, nous avons 6 millions de personnes tuées et chez eux, 800 000. Mais pourquoi ils font les fonds de commerce de génocide chez eux? Mais chez nous, les gens qui meurent, plus de 6 millions, on oublie. Ce qui s'est passé là-bas, c'était des Rwandais qui s'étaient entretués. Bon, aujourd'hui, qu'ils pleurent leur mort, c'est leur droit. Nous, on ne peut pas les empêcher de le faire. Mais je crois qu'il faut aussi avoir un regard considérable vis-à-vis du génocide qui s'est passé ici chez nous, mais qu'on semble oublier. Je porte un regard de chagrin. Et je suis désolé ici peut-être d'être très émotionnel parce qu'il s'agit quand même de plus de millions de Congolais qui sont morts que de Rwandais. Et qu'à ce jour, il n'y ait aucune capacité étatique d'organiser la commémoration des hommes et des femmes qui sont morts au Congo par la méchanceté humaine, notamment de nos voisins rwandais, burundais et ougandais. Cela ne peut que révolter. Au Rwanda, nous avons vite compris qu'il y a un problème de chasse aux sorciers. Quand les Hutus sont au pouvoir, ils ne veulent pas tolérer les Tutsis. Et quand les Tutsis viennent à leur tour, ils ne veulent pas tolérer les Hutus. Et nous demandons à quel moment on va démocratiser le Rwanda. Le commerce politique, je peux dire, que Kagame est en train de nous infliger, c'est un comportement un peu malhonnête. Est-il possible pour les agents de l'office de route d'être encore plus performants dans l'exercice de leurs fonctions? Oui. En tout cas, c'est le cas de 58 d'entre eux depuis ce lundi en formation sur la conduite et la maintenance des bacs. Une formation organisée par la coopération technique belge à travers ses programmes, bourses et programmes d'entretien des pistes en RDC. Et c'est la deuxième session concernant les agents navigants de cette institution publique en vue d'améliorer la gestion et la maintenance des bacs. Elle va durer un mois. Claude Beringaniné. C'est le début des cours ici au Centre régional des formations en navigation intérieure, un centre des formations pour élite dans le domaine de transport par voie d'eau intérieure des pays du bassin du Congo. C'est une formation de recyclage, une formation de remise à niveau pour ce personnel qui utilise l'office des routes. Financé par la coopération technique belge à travers ses programmes de bourses et celui de réhabilitation et entretien des pistes en RDC, cette formation concerne les capitaines et les mécaniciens des bacs de l'Office des routes des 5 provinces du pays. Office des routes comme étant notre partenaire, et dans le souci de leur aider à chaque fois maintenir au top le matériel et parer au cas éventuel d'accident
et pourquoi pas gérer aussi l'équipement, quoi. La séance de ce lundi porte sur des leçons purement techniques, nous explique ce formateur. Il croit que la matière est plutôt bien assimilée. Lorsque nous faisons plusieurs respires, l'ensemble change de nom et devient bobine. Je me rends compte qu'effectivement, la leçon est en train de bien se dérouler. Et avoir aussi la motivation, n'est-ce pas, des stagiaires, cela ne peut que nous réconforter. Ils sont 58 à bénéficier de ces formations. Un nombre d'entre eux ont appris sur l'État. Cette séance constitue donc pour eux une aubaine. Juste au début, ça commence à me faire une idée que vraiment nous sortirons des spécialistes à monter ici. Réhabiliter les bacs de passage, réaliser les bacs neufs et mettre en place un système de leur gestion, ce programme vaste de la coopération technique belge sera économiquement rentable pour le pays, car il vise également le désenclavement durable des zones agricoles. Et puis c'est une rentrée de classe pas comme les autres à l'Institut de la Gombe ce lundi. Et après les vacances des Pâques, le Premier ministre Matata Ponyo a reçu officiellement les clés de 2 bâtiments de cet institut totalement réhabilités des mains du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Makar Mangou. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de quelques autorités du pays et des élèves. C'est depuis les années 40 que l'Institut de la Gombe a été construit. Après des décennies de délabrement, aujourd'hui cet établissement public offre une autre image. Les premiers constitués de 19 salles de classe, 11 bureaux, une salle informatique, une bibliothèque, une salle de saisie, une cuisine, une salle de pratique, une buanderie, un appartement, 26 box sanitaires au préau, 2 box sanitaires pour les administratifs et 6 box à l'étage. Telle est l'architecture des bâtiments réhabilités sur fonds propres du gouvernement congolais. Sur place, tout a été retouché, de la toiture jusqu'à l'aire des jeux. Ces élèves étudient dans de très bonnes conditions. Le Premier ministre, qui a réceptionné officiellement les clés de cette bâtisse, visiblement stupéfait, loue le travail abattu. Plaisir, si on peut devenir directeur et être logé dans des conditions pareilles. Pour la petite histoire, le 17 juin 2011, après la visite du chef de l'État dans cet institut, qui a été choisi comme le centre d'enrôlement de la CENI, des instructions ont été données pour sa réhabilitation. Et le 8 avril 2013, l'Athénée de la Gombe revêt sa plus belle robe. Ce bâtiment a été conçu vers les années 1946. Et on me dit que c'est la première fois que ce bâtiment vient d'être réhabilité pour atteindre un standard. Lorsqu'on entre dans ce bâtiment, on est fier d'entrer dans une école. Je pense que cette réhabilitation marque la volonté du président de la République d'accorder la place des choix à l'éducation. En compagnie d'autres personnalités politiques, Matata Ponyo regagne la primature, espérant voir sortir de cet institut un Premier ministre rigoureux, un peu comme lui. Sachez également que la famille de l'ex-président Mobutu a donné son aval pour le rapatriement du corps du maréchal Mobutu à Kinshasa. La confirmation vient de son oncle paternel Simon Kwadeba, revenu de l'Inde pour les soins médicaux sur fond du chef de l'État Joseph Kabila. Il a été accueilli à l'aéroport dimanche par le chef de la maison civile du chef de l'État Théodore Mugallo. Enfin, le corps du maréchal Mobutu sera rapatrié à Kinshasa. Le début de ce long processus, dont la date n'a pas été évoquée, a fait l'objet d'un entretien entre la famille de l'ancien président Mobutu, représentée par son oncle paternel Simon Kwadeba, et les chefs de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mugallo. Et puis ce qui cercle nous autres zongiawa bokundango na honneur na kansi que bokonzi ya bonto akubimisaye na Maroc aya na yawa akunda na honneur na kalite monto wana akuvivre longtemps simanaye.
C'était ce dimanche 7 avril à l'aéroport d'Indjili, quelques minutes après la descente de Guadepa de l'avion en provenance de l'Inde, où il a passé 8 mois pour des raisons de santé, aux frais du chef de l'État, Joseph Kabila.